l'actualité. Euh, on doit reconnaître que vous êtes très très engagé, principalement à la chaîne officielle, pour expliquer les Congolais et, et les fronts populaires. Oui. Cela signifie quoi, les fronts populaires? Bon, vous savez, le Front populaire a été, on va dire, vulgarisé par l'ancien président Laurent Désiré Kabila, qui, lui, est celui qui a, pour la première fois, fait la mère expérience de la collaboration avec, avec le FPR, pour ne pas généraliser tous les Rwandais. Et il a pensé que ces gens-là avaient été sincères dans leur démarche de chercher à protéger le peuple rwandais, à protéger le sol rwandais, à éviter que les génocides qu'ils ont connus ne puissent se répéter. Et ils étaient aussi vrais dans leurs accusations selon lesquelles le président Mobutu à l'époque, donc le Zaïre, qui est maintenant le Congo, était utilisé comme base arrière de toutes ces forces négatives-là qui avaient pour intention d'aller déstabiliser le Rwanda, notamment, enfin, c'était les anciennes forces de l'armée rwandaise qui, après, ont pris la dénomination de FDLR. Et donc, il a conclu un partenariat qu'il pensait win-win, où lui va enfin aboutir à sa lutte de plusieurs décennies, parce qu'il avait commencé dans les années 60, pour chasser la dictature de Mobutu, instaurer, entre guillemets, la démocratie, en tout cas redonner l'espoir au peuple en un Congo, en leur nation, en un Congo prospère et grand. Et de l'autre côté, aider le Rwandais à neutraliser la menace, entre guillemets, existentielle qui était basée ici au pays. Mais très vite, en accédant au pouvoir, il a compris que l'agenda de ces gens-là était tout autre. Il voulait d'un président faible. Et il pensait que lui était justement ces présidents faibles-là. Parce qu'il a même dit dans une interview que le président Museveni disait à son époque que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Et donc quand on dit un dirigeant faible, donc on voit la tête, mais c'est toute l'architecture politique. C'est comme ça que vous verrez dans tous les dialogues, tout ce qui s'est fait, même dans la promotion des gens dans les entreprises publiques, que ce soit dans les ministères, vous aurez l'impression qu'on a instauré une médiocratie, où c'est la médiocrité qui est privilégiée, et les intellectuels sont les plus frustrés de tous. Et ces intellectuels-là, les plus courageux d'entre eux, dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils sont comme eux aussi infectés par ces poisons-là des antivaleurs. Pourquoi? Parce que les intellectuels sont les plus orgueilleux, les médiocres sont les plus solidaires. Ils règlent leurs problèmes entre les médiocres, mais dès que l'excellence s'invite, ils se mettent ensemble pour chasser l'excellence. Mais par contre, ceux-là qui ont des bonnes idées, ceux-là qui sont compétents, ceux-là qui peuvent réellement aider ce pays à avancer, ne savent pas se mettre ensemble. Il y a des guerres d'ego où chacun veut être la tête, où chacun estime que c'est lui qui a les meilleures idées. Personne ne sait faire une concession pour pouvoir arriver à un programme commun et qu'on puisse créer une équipe forte qui puisse résister face à cette arme de destruction massive qui est en face de nous, cette médiocratie. Et donc, ils ont fait depuis cette promotion de la médiocrité, et c'est ce qui a amené le pays là où il est. Ils ont institutionnalisé la corruption. Et Mouzé Kabila l'a payé de sa vie. Et après, on a eu le président Joseph Kabila, et on a connu tout ce qu'on a connu. On a désagrégé l'administration publique, on a affaibli l'armée, clochardisé quasiment l'armée, on a gonflé les chiffres, on a acheté des équipements vétustes, ou sur papier, vous avez une armée puissante, le top 10 de l'Afrique, mais sur terrain, vous n'êtes même pas 50e. Et donc c'est ça la réalité de notre pays. Et donc pour l'instant, on en est là. Et nous, de la nouvelle génération, de l'actuelle, la présente génération, nous dont on dit souvent que nous sommes l'avenir,
une façon pour eux de nous dire « asseyez-vous, regardez-nous, Attendez votre tour d'abord. arrivera ». Nous nous sommes dit que nous sommes l'avenir parce que c'est nous qui designons le présent. Nous sommes l'avenir parce que nous sommes le présent. Nous sommes l'avenir parce que c'est nous qui définissons l'avenir par ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous nous sommes dit que nous ne serons plus spectateurs pour laisser des gens décider pour nous, pour laisser des gens agir dans leur médiocrité et par une seule signature influencer les vies des millions de Congolais. Nous nous sommes dit que nous devons nous engager pour matérialiser cette vision-là de nos grands-pères, qui sont les pères de nos pères, et nos pères ont failli à la mission leur léguée par leurs pères. C'est à nous, le petit-fils, de pouvoir nous accaparer de cette mission-là de nos pères fondateurs, de nos grands-pères, pour pouvoir enfin arriver à ces Congos prospères et grands-là, pour être la nouvelle génération, la deuxième génération qui va aller vers rechercher l'indépendance du Congo, parce que nos grands-pères nous ont donné l'indépendance à nos pères nous ont ramenés dans l'esclavage, eux-mêmes sont maintenant nos propres colonisateurs. Ceux qui nous dirigent sont maintenant, ceux qui nous ont dirigés depuis Sun City notamment, ce sont eux les bourreaux de notre peuple. On n'a pas su faire les choses qu'il fallait quand il le fallait. Il est vrai que mon frère qui était ici, qui était assis là où je suis assis, disait que lorsqu'un voleur arrive dans une maison et qu'il utilise l'enfant de la maison pour pouvoir voler, est-ce qu'il faut attaquer le voleur ou attaquer l'enfant? Il a dit qu'il faut s'attaquer à l'enfant. Ou commencer par s'attaquer à l'enfant. Ou commencer par s'attaquer à l'enfant. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, comme on dit, Singa famille et Bendanaga, mais et Katanarate, entre nous, il y a diverses façons de pouvoir régler nos différends. Et si un enfant est têtu, c'est parce qu'il y a le voisin l'entête. La menace première, c'est le voisin. Parce que s'il l'a fait avec un enfant, il y a risque qu'un deuxième enfant qu'il le fasse avec un deuxième enfant, un troisième enfant et ainsi de suite. Donc il faut d'abord identifier la menace extérieure qui entête les enfants, qui renforce cette rébellion au sein de la maison. Dès que vous l'avez neutralisé, c'est à ce moment-là que vous avez les outils pour régler le problème à l'interne. Très bien. Et c'est la même chose avec la question de l'Est du pays. Vous allez voir, depuis 1998, il y a eu combien de versions, entre guillemets, d'enfants rebelles de la maison qui ont été renforcés par les voisins. Et on a pensé que par le dialogue, par des accords, par, on va dire, des concessions, on arriverait à résoudre les problèmes et à raisonner ces enfants-là. Mais on comprend que le voisin, il veut nos terres, le voisin veut nos richesses. Et aujourd'hui, on est à Luanda pour discuter, nous allons signer des accords. Mais si nous ne tirons pas les leçons des erreurs du passé, je vous dis, mon frère Foutila, dans 10 ans, je reviendrai sur ces plateaux et on parlera des mêmes problèmes. Bon, quelles sont ces erreurs du passé que nous devons réparer? Les erreurs du passé que nous devons réparer, c'est... Dans les cadres notamment des dialogues. C'est cette manie, c'est ce que j'appelle le syndrome d'Adam. Les syndromes d'Adam, c'est les syndromes où Dieu interdit à Adam de manger le fruit défendu. Dieu tire une côte d'Adam et lui fait son aide semblable. Adam, qui n'avait jamais souri de sa vie, qui ne savait même pas c'est quoi le sourire, voit cette aide semblable-là, il devient poète. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Il n'a jamais vu une aussi belle créature. Il était tellement reconnaissant à Dieu. Mais lorsque cette même créature, à cause de sa négligence, parce qu'en tant qu'homme, il devait être là avec sa femme, tout ça, il devait lui apprendre ce que Dieu avait dit, tout ça et tout, sa femme mange le fruit, le lui fait manger, et quand Dieu vient pour la sentence, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est comme s'il n'avait jamais demandé cette femme-là. Il peut peut-être avoir raison, mais c'est comme s'il n'avait jamais été content de cette femme-là, tout ça, et que c'est cette femme-là qui était cette fois-ci l'os de ses os, la chair de sa chair, celle qui fera son bonheur et tout ça, est devenue son problème. Donc le Congolais est animé du syndrome d'Adam. Ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours de la faute des autres. Et ça, individuellement, mais aussi collectivement. Lorsque vous entendez nos politiques parler, nous avons toujours les yeux dehors sur ce que les autres font contre nous. Mais on ne regarde pas tout le mal que nous-mêmes, en tant que fils du pays, nous faisons à ces pays. Oui. On parle, le rapport des Nations Unies parle d'à peu près 1 million chaque mois. Je ne sais pas, 300 000 ou je n'ai plus le chiffre exact. Parce que je sais que c'est minimisé,
qui sortent de la mine de Rubaya, dans l'exploitation que le Rwanda fait là-bas. Même si là-bas, c'est la plus petite partie, la plus grande partie que le Rwanda tire dans notre pays, c'est l'or. Parce que là, ils ont un Belge qui exploite chez eux là-bas, il y a une raffinerie, et l'or contribue, je pense, à un quart ou, si pas un tiers de son budget. Mais on fait un effort de faire une fixation sur le coltan, sur les autres, tout ça, pour éviter justement ces terrains-là de l'or. C'est là où le Rwanda tire ses revenus. Et lorsque nous voyons c'est que le Rwanda gagne de ce qu'il tire ici, ceux-là qui posent la question de ce que nous faisons du reste, quelque part, ont raison. Et en tant que Congolais, nous devons comprendre que la gestion que nous faisons du reste, que le Rwanda ne vole pas, c'est ce qui nous met en position de faiblesse pour récupérer et empêcher le Rwanda. Donc là, vous voulez parler de l'intégrité de l'homme congolais. L'intégrité de l'homme congolais. Nous avons un problème d'homme. Et ça, ceux qui nous ont colonisés ne nous ont pas forcément aidés par rapport à cela, mais surtout ceux-là qui ont gagné l'indépendance et ceux-là qui ont récupéré le pays après l'indépendance n'avaient pas une vision claire de ce que devaient être ces pays. Ils se sont écartés de la volonté de nos pères fondateurs de pouvoir créer une nation forte. Parce que vous savez, dans ces pays, nous avons 3000 km de routes bitumées. Mais lorsque le Belge part, il nous en laisse à peu près 140 000. Selon des chiffres que j'ai reçus dernièrement. Oui. Nous avions un système de santé parmi le plus efficace d'Afrique. Au point que certains pays où on va se soigner aujourd'hui, venaient se faire soigner ici. Nous avions le plus performant système éducatif, notamment l'Ovanium, tout ça, qui était une référence ici en Afrique. Là, en Afrique subsaharienne, nous étions le pays le plus industrialisé. Peut-être à ex-aequo avec l'Afrique du Sud, tout ça, mais en tout cas, on avait des industries ici comme pas possible. Il y a beaucoup de choses que nous produisions ici. Mais malheureusement, il y a eu un apoprisme, il y a eu des approximations dans des décisions que l'on a prises après l'indépendance. On n'a pas su former l'homme congolais. On a fait de l'homme congolais, on va dire, un lécheur de bottes. On a montré à l'homme congolais que, entre guillemets, la loyauté, qui en réalité n'est pas vraiment la loyauté. On a couvert, on va dire, le manque de personnalité. On a couvert l'esclavage moderne en loyauté. Donc ça veut dire que tu ne peux pas exprimer tes idées, tu ne peux pas être en désaccord avec ton supérieur hiérarchique sur un point. Parce qu'il faut que tu sois loyal, parce que c'est le respect de l'autorité, parce que c'est en étant comme ça que tu es privilégié, que tu es promu, que tu es mis ça et là, tout ça. Tous ceux-là qui savent exprimer leurs idées, tous ceux-là qui savent marcher à contre-courant, tous ceux-là qui savent dire qu'ils ne sont pas d'accord lorsque la majorité est d'accord, sont systématiquement écartés, mis de côté. Pourtant, c'est dans cette catégorie-là qu'on trouve des gens qui ont du courage, qu'on trouve des gens qui ont de l'imagination, qu'on trouve des gens qui savent quitter les sentiers battus. Parce que le développement du Congo, nous devons aller chercher cela dans des sentiers qui ne sont pas battus, en fait. Nous devons tracer des routes dans des forêts. Nous devons faire des choses qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont même pas montées dans la tête des gens, en fait. Des choses ineffables et inédites. C'est de cela que nous avons besoin. Et donc, moi, je pense que le nœud du problème, c'est d'abord nous-mêmes. Il est vrai que ce que fait le Rwanda dans notre pays n'est pas excusable. Et je me permets de le dire, puisque vous avez dit que mon engagement citoyen est suivi par des milliers, par des millions même de nos frères, de nos compatriotes. Beaucoup apprécient cela. Donc, je ne veux pas commencer par présenter ce que j'ai fait en faveur de notre pays pour justifier mes propos lorsque j'ai dit que nous sommes le problème. Donc, j'estime que beaucoup le savent. Personne ne peut remettre en cause ma loyauté envers mon pays. J'ai pris de risques énormes d'aller même au front, tout ça. Je suis le premier radical là-bas au Rwanda, peut-être après le chef de l'État et Mouyaya. Et donc, je suis parmi ceux-là, des hommes à abattre. Chaque jour, le Rwandais font des menaces. Chaque jour, je reçois, on m'appelle que j'ai fait la promotion du génocide à travers CPG, qui pour eux, c'est cellules de propagande génocidaire. Voilà. Et donc, que je suis extrémiste, que je ne veux pas de la paix, et tout ça. Donc, on me traite de tous les mots. Donc, je pense que c'est déjà suffisant. Et je n'ai pas à flatter mon peuple pour qu'il reconnaisse mon combat tant que l'ennemi lui-même connaît l'efficacité de ce que j'ai fait.
Ce que je dois plutôt faire, c'est toucher à la plaie, là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est que nous avons cette manie de penser que le problème vient d'ailleurs et que la solution viendra d'ailleurs. Très bien, vous l'avez dit, nous sommes nous-mêmes le problème. Avant d'entrer dans l'actualité vive du jour, mais vous êtes vous-même aussi auteur d'une phrase qui dit « Nous sommes le changement ». Exactement. N'attendons pas les changements, nous sommes le changement. Exactement. Comment vous expliquez ça? Oui, donc ça rentre justement dans cette ligne dont je parlais tout à l'heure. À mes collaborateurs au sein de Congo Prospère et Grand, nous avons l'habitude de le dire. Donc je dis toujours, n'attendons pas les changements, nous sommes les changements. Attendre les changements, c'est penser que c'est que nous sommes, c'est le fruit d'une main extérieure, et la solution, c'est aussi une main extérieure qui doit venir absoudre l'eau bénite pour dire que voilà, tous vos problèmes sont réglés, va et ne pêche plus, va et ne souffre plus, va et il n'y aura plus la corruption, rentre dans ton pays, tu auras la paix, rentre dans ton pays, tu auras le développement. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes le problème. Parce que vous savez, je prends toujours l'exemple de l'Égypte. L'Égypte est une grande puissance aujourd'hui. L'Égypte est respectée au point qu'on gèle l'aide de tout le monde. Les Américains gèlent l'aide de tout le monde, mais ils ne gèlent pas l'aide des Égyptiens. Et il faut un effort parce qu'ils savent que ce qui se passe là-bas, au Moyen-Orient, l'Égypte est une puissance à côté et qui joue un rôle prépondérant. Et donc, mais l'Égypte a des richesses là-bas dans leur pays. Pourquoi les gens ne vont pas chercher les richesses de l'Égypte pour déstabiliser l'Égypte? Nous avons nos amis ici éthiopiens. Vous avez grandi ici à Kinshasa. Sur ce boulevard qui est derrière moi, au début des années 2000, c'est les Mauritaniens, c'est les Éthiopiens qui faisaient la manche ici. C'est eux qui étaient les mendiants. Je ne voyais pas nos frères congolais qui mendiaient ici sur le boulevard. C'est eux qui entraient dans des maisons comme des réfugiés, des Tchadiens, des Sud-Soudanais, des Soudanais, tout ça, pour demander de l'aide. Mais aujourd'hui, nos propres compatriotes ont investi les rues. La mendicité est devenue nationale. Chacun est mendiant à son niveau. Commençons par notre propre gouvernement, qui mendie l'aide, qui mendie la paix, qui mendie la miséricorde, tout ça. Non, vous savez, il faut avoir une attitude de fierté. Et j'ai beaucoup aimé parce que là, nous avons fait une diplomatie offensive. Donc, on a démontré qu'on ne va pas mendier la paix, mais nous exigeons le respect du droit international. Et vous avez vu, cette posture offensive a donné des fruits, où les gens ont vu que nous savons ce que nous voulons, nous réclamons notre droit. Vous avez beau dire que nous sommes un pays corrompu, ça n'excuse pas qu'on vienne nous tuer parce que nous sommes des corrompus. Vous avez beau dire qu'il y a la mauvaise gouvernance dans notre pays, ça n'excuse pas qu'on vienne violer notre intégrité territoriale. Parce que là, c'est des questions internes. Si vous ne voulez pas collaborer avec nous sur le plan économique, vous ne venez pas venir investir dans notre pays parce que nous sommes un pays corrompu, c'est pleinement de votre droit. Mais vous n'avez aucun droit d'amener vos militaires alors qu'ils ne sont pas invités d'entrer dans notre pays et de tuer notre population parce que, entre guillemets, les Congolais ne méritent pas leur pays. Qui a dit que les Congolais ne méritaient pas leur pays? C'est dans quel principe international où, puisque les Congolais ne savent pas gérer leur propre pays, ne savent pas gérer les ressources naturelles, vous devez obliger, les contraindre à pouvoir se partager cela avec les autres peuples? Ça n'a aucun sens. Les Américains étaient au Qatar, étaient en Arabie Saoudite, tout ça où ils exploitaient au début des années 50, tout ça. Mais avec les révolutions qu'il y a, même en Iran, là, l'Iran reçoit une pression terrible. Est-ce que l'Iran a bénéficié de l'aide des Occidentaux, tout ça, pour pouvoir s'industrialiser? Mais aujourd'hui, ils ont un programme militaire, nucléaire, pardon. Ils fabriquent des drones qu'ils envoient même en Israël. Tout ça. Ils savent se défendre. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'à un certain moment, que l'on comprenne que nous avons fait fausse route depuis l'indépendance. Nous devons arrêter de faire semblant comme si nous avions un pays qui est fonctionnel, un pays qui est efficace, tout ça. Et on entre dans un cycle, ce que j'appelle un électoralisme, où tout est lié aux élections. Quand c'est l'année électorale, c'est comme si le pays était battu cric. Le pays s'arrête. Le pays s'arrête. Tout le monde n'a sa tête aux élections. Même les hommes d'affaires, les politiques, la population, tout le monde ne regarde que les élections. Et après les élections, on conteste les élections qui viennent. L'année qui va suivre, on commence déjà à parler des élections qui vont venir.
où on crée des astuces pour des dialogues de ceci, tout ça, parce que les gens veulent aller avoir des ressources, avoir les moyens et se préparer pour leur revanche et être dans une posture de pouvoir. Donc, vous voyez, donc c'est un piège dans lequel nous sommes entrés et on ne voit pas le magnifique pays que nous avons et tout le mal que nous faisons à ces pays de Lumumba. N'est-ce pas que nous sommes sur un chemin de non-retour? Les cas que vous évoquez, principalement des élections. Vous savez, moi, je suis partisan de la réflexion. Et moi, j'aime aller au-delà des sentiers battus. Et c'est comme ça que même en créant CPG, ceux-là qui nous connaissent et ceux-là qui voient ce que nous faisons n'arrivent même pas à croire que nous sommes un parti politique. Pour eux, c'est soit une ONG internationale ou une ONG nationale, que nous avons des soutiens à l'extérieur du pays, ou soit c'est les gouvernements qui nous appuient, ce qui est totalement faux, ou on est un média, on est une agence de communication. De communication. Quand on fait des conférences, là, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi on nous tague d'être des soutiens du président Tshisekedi. Je l'admets, je soutiens les institutions, je soutiens le président en tant qu'institution, mais aussi en tant qu'homme, parce que je connais personnellement l'homme. Il a beau avoir tous ses défauts, j'en ai peut-être 2 fois, 5 fois plus que lui, et donc, je le connais et je le soutiens, parce qu'il apprécie aussi le travail que j'ai fait. Mais là n'est pas le débat. Mais ce que j'ai dit, c'est que nous avons essayé de faire les choses autrement. Et je pense que nous ne devons pas avoir peur de quitter les sentiers battus. Parce que, vous savez, les autres s'appellent camarades, nous on s'appelle ambassadeurs au sein du parti. Et même la nomenclature des choses, tout ça, et tout, on a essayé de faire quelque chose d'autre. Parce qu'il n'y a pas un principe, c'est pas la Bible, c'est pas un ange qui est descendu et a dit « Ainsi parle l'Éternel, vous devez organiser les élections chaque 5 ans. » Et brader plus d'1 milliard. 1 milliard, là, on voit ce que la CENI dépense. Mais si on voit tout ce qui se dépense autour des élections, l'économie des élections, c'est même 3 milliards. Et vous savez ce que 3 milliards peuvent faire pour ces pays. Et vous savez combien on s'agenouille devant un petit pays comme l'Italie. L'Italie réunit 54 États africains pour leur distribuer 4 milliards. Et nous aussi, on envoie notre chef d'État avec toute une délégation de ministres. Il laisse tous les problèmes que le pays a ici. On va pour Bappé Sabiso 4 milliards, Nasukato Kabola, tout ça. Et pendant ces temps-là, on venait de brader plus de 3 milliards pour organiser des élections qui, au finish, que tout le monde conteste et qui parfois sont la genèse ou le prétexte que d'autres utilisent pour pouvoir endayer notre population, pour pouvoir créer encore de troubles, pour pouvoir nous déstabiliser davantage. Comme c'est le cas actuellement. Comme c'est le cas actuellement. Oui, et donc, il faut qu'à un certain moment qu'on ait ces sursauts-là, qu'on comprenne qu'on a le droit de réfléchir de par nous-mêmes. Il n'y a pas un principe qui a dit que, comme on doit faire les élections chaque 5 ans, on l'a fait pendant, je pense, 4 cycles électoraux, on a vu les résultats médiocres, on a vu que les élections n'apportent absolument rien au développement de notre pays. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les élections. On est un pays démocratique, mais cette démocratie telle que nous l'appliquons, elle a échoué. La démocratie des Sun City, la démocratie de la Constitution du 18 février 2006, on n'a pas su l'appliquer comme il le fallait. Est-ce le problème de elle-même, la Constitution? Je ne pense pas totalement. Je pense que c'est les problèmes de ceux-là qui étaient censés appliquer cette Constitution-là. Pour preuve, on a attendu, je pense, même 2 décennies avant d'appliquer la gratuité de l'enseignement, qui était, on va dire, une mesure constitutionnelle. Et donc, c'est la volonté. C'est la volonté politique, c'est la volonté d'homme. Mais tant qu'il y aura un groupe qui va s'accaparer du pouvoir par les urnes ou par la force et diriger comme des sachants, comme des illuminés, comme des éclairés, parfois s'embourbant dans des erreurs, dans des approximations, mais continuant parce qu'ils se disent que nous devons aller jusqu'au bout de nos 5 ans. Tant que les autres vont penser que la solution, c'est qu'il faut que celui qui est là, comme il a échoué, il faut qu'il démissionne, ou on ne va pas attendre les élections, il faut qu'il y ait un truc d'union nationale, machin, tout ça. Alors qu'en réalité, comme je vous l'ai dit au départ, l'idée de ces affaires d'union nationale, transition, machin, tout ça et tout, n'est jamais pour aider le pays à être efficace, mais c'est pour que les gens aient des positionnements. Et après, quand ils seront là-bas, ils diront qu'ils n'ont pas respecté les accords, il faut qu'on aille aux élections, parce qu'ils savent qu'ils s'en sont déjà mis plein les poches, et qu'ils vont aller affronter les élections. Donc je pense qu'il faut qu'à un certain moment qu'on ait un consensus national, où on s'est dit, on est tous Congolais, c'est vrai. Regardez le pays magnifique que nous avons. Avec cette affaire de Kigali,
on a compris qui était avec nous et qui ne l'était pas. Et en réalité, le seul à être avec nous, c'est nous-mêmes, peuple congolais. Et personne n'est réellement avec nous. Bon, je serais ingrat si je ne cite pas l'Afrique du Sud, qui nous a beaucoup aidés, et surtout le Burundi, qui est vraiment un pays frère. Je salue le président Ndayishimiye et tout le peuple burundais, tout le peuple frère burundais, et d'autres nations du monde qui nous ont montré leur solidarité. Mais en réalité, personne ne va venir mourir à la place des Congolais pour défendre leurs terres. Personne ne va venir développer les Congo et laisser son pays. Donc même ceux-là qui viennent investir ici, c'est pour qu'ils ramènent le plus de bénéfices possible à leur profit plutôt qu'au profit de notre pays. Et donc s'il y a des gens qui doivent assurer les intérêts du Congo, c'est d'abord nous-mêmes le Congolais. À la table des négociations, d'autres pays, ils peuvent même se battre comme ça. Tu vas penser qu'il est en train de se battre pour son entreprise, mais il se bat pour une disposition qui peut avoir une influence dans 50 ans pour son pays. Oui. Et c'est comme ça que les gens qui réfléchissent nation, c'est comme ça que les gens qui voient l'avenir réfléchissent. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit à l'échelle de son mandat. Tout le monde veut faire quelque chose pour qu'on dise qu'il a fait. Un ministre, lorsqu'il arrive au pouvoir, il veut effacer les traces de son prédécesseur. Je ne veux pas citer des noms ici, on a vu comment les ministres se sont comportés sur Twitter, là, tout ça en train d'insulter les prédécesseurs, en train de les traiter de tous les mots, en train de payer les influenceurs, tout ça pour montrer qu'eux, ils sont venus faire autrement et qu'il n'y a jamais eu un ministre comme eux depuis l'indépendance et tout ça. Mais les limites du populisme sont rapidement atteintes. C'est comme un feu de paille, en fait. Et la réalité les rattrape. Nous devons quitter tout cela. On doit pouvoir comprendre qu'on a fait fausse route depuis le début, qu'on fasse une pause. Cette pause-là ne va pas forcément bénéficier au chef de l'État ici en place. Même lui aussi, il doit avoir, on va dire ces sursauts-là de comprendre que le pays va au-delà de lui-même. Même s'il faut qu'il fasse des sacrifices ou des concessions qu'il peut faire, mais si l'histoire retiendra que c'est pendant son mandat qu'il a initié ces consensus nationaux-là autour de la vision commune que nous devons avoir de notre pays, autour de ce que doit être ce Congo en 2060, lorsqu'on va atteindre notre centenaire, pour que les avions de chasse qui vont voler au-dessus, jetant la fumée, les fumigènes avec les couleurs de notre drapeau, soient des avions, si pas fabriqués chez nous ici, au moins assemblés ici. Nous avons les intelligences pour ça, mais simplement les intelligences ne sont pas promues. Même notre système éducatif, nous ne formons pas les gens par rapport aux besoins. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de juristes? Je suis assis là où il y avait un juriste ici, j'aurais aimé lui poser la question. Vous pensez qu'on en a vraiment besoin? On n'en a pas formé suffisamment. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les écoles d'ingénieurs, même dans des classes techniques, regardez ces jeunes-là qui font des options techniques. C'est pratiquement des enfants de la rue. Ce n'est pas tout ça, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, la connotation des ingénieurs est devenue un titre pour intimider les gens, montrer que non, voilà. Non, le tester ou des outils que j'ai sont des armes blanches, ne sont pas des outils pour fabriquer, pour réparer, pour apporter des solutions dans la société, mais c'est pour blesser et intimider les gens. Comment on en est arrivé là? Comment on est tombé si bas? Alors que le pays s'est construit par des ingénieurs. C'est Basa Batalokoum. Quelqu'un m'a dit, je vais taire son nom, c'est un étranger, et puis il est dans l'humanitaire. Dans nos écoles d'officiers, alors que dans les écoles d'officiers, on forme les meilleurs, ceux-là qui auront la gestion de l'armée. Dans les écoles d'officiers, 80% de ceux qui sortent de là choisissent comme option, vous savez lequel? Finance et administration. Alors, ils laissent l'ingénierat, ils laissent le génie civil, ils laissent, je ne sais pas moi, armement ou je ne sais pas encore, tout ce qui est nécessaire là pour qu'une armée soit forte. Pour que nous ayons des machinistes, pour que nous ayons ceux-là qui vont construire, pour que nous ayons ceux-là qui vont tracer des routes, qui vont faire des techniques, tous ceux-là qui vont travailler sur le terrain pour que l'armée soit efficace. Personne n'y va. 80% choisissent de gérer les finances et l'administration, en bref, pour rester dans les bureaux. Et tous ces officiers qui sortent de là sont réduits à être des parsecs, des généraux, des colonels qui sont déjà là, ils sont derrière eux, ils s'en vont avec eux partout, parce que généralement ceux-là qui sont là sont les fruits du brassage. Il y a des gens comme toi et moi, tu es mon frère, j'ai créé mon groupe armé, j'ai été bombarde colonel, moi-même je suis général. Demain, comme les aventuriers de l'Est du pays, là, on va à Luanda, on discute, j'exige qu'on puisse reconnaître le grade que j'ai. Demain, tu es colonel Foutila, alors que tu ne sais même pas monter une Kalachnikov. Non.
Et bon, c'est ça la réalité au fait de ce que nous avons fait de ces pays. Devons-nous continuer dans ça? Je ne pense pas. Alors, le consensus, vous l'avez évoqué, si le président parvenait vraiment à réunir tous les Congolais autour de l'idéal, vous pensez que ce consensus-là commence par les assises de ce mardi? Bon. Puisqu'il s'agit des Congolais, bien qu'égarés. Vous savez, la confiance qu'on peut faire en ces processus, et même d'autres initiatives hein, qui ont des défauts, mais qui ont des choses aussi qui sont positives, notamment l'initiative de la Sanko et CC, des églises de réveil, à Luanda. Tout ça, c'est des solutions à court terme. Tant que la menace rwandaise ne sera pas neutralisée, on l'a fait par le passé, il est différent. Vous pensez que Luanda est plus grand que Sun City? Ces consensus-là qu'on a pu trouver à Sun City pour avoir une nouvelle constitution, tout ça, 1+4 et tout ça et tout, carrément c'était l'espoir que plus jamais on ne revivra ce genre de choses. Mais parce que derrière, il y avait une volonté de s'accaparer de nos terres, il y avait une volonté de pouvoir exploiter nos richesses. Après Sun City, on a eu CNDP, on a eu M23 premier, M23 deuxième, qui était... voilà, et puis M23 3, qui n'est pas M23, mais qui est RDF M23. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait aussi l'armée rwandaise, mais l'activisme actuel de l'armée rwandaise, ça c'est autre chose. On a atteint des dimensions jamais atteintes. Jamais atteinte dans ces agressions. Et donc, j'ai dit, on a le couteau à la gorge, nos populations souffrent énormément. Vous savez combien je suis attaché à la partie est du pays, que je considère aussi, je suis partout chez moi, mais autant que j'ai une maison ici à Kinshasa, où donc quand je descends à l'aéroport, je sais où je vais dormir. À Goma, quand je descends de l'aéroport, j'ai des maisons prêtes à m'accueillir, et donc j'y ai investi, j'ai fait beaucoup sur le plan humanitaire avec la jeunesse de Goma, une jeunesse extraordinaire, une jeunesse résiliente, et j'ai eu une pensée envers tous ces jeunes-là qui sont morts, qui sont massacrés chaque jour. Dernièrement encore, on a trouvé des cadavres dans le lac, des jeunes principalement tués par l'armée rwandaise. Et l'AFC M23, et j'étais dans le lac. Donc j'ai vraiment une pensée profonde pour eux. Et tout ce qui peut nous amener à une solution pour obtenir un cessez-le-feu, pour obtenir le retrait de l'armée rwandaise, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut premièrement respecter, à travers la résolution 2773, il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc, je pense que cette résolution-là a déjà poser le cadre. Et donc, toutes les initiatives qui sont prises ne doivent pas aller au-delà de cette résolution. Parce que cette résolution-là est claire. Il faut qu'on se base sur ça pour pouvoir trouver une solution que j'appelle une solution à court terme. Pour avoir une solution rapide, que les troupes rwandaises se retirent, vider de toutes ses forces. C'est aussi un moyen de pression sur l'AFC M23, qui, certains Congolais se sont retrouvés là-bas, ils ont été renforcés par le Rwanda, on verra la justice traditionnelle, mais s'il faut discuter avec eux, on va discuter dans un cadre qui est déjà établi, qui est le cadre de Nairobi. En réalité, on peut enlever Nairobi de sa casaque de Nairobi, mettre le tout à Luanda, mais le fond est là. Tous les diplomates saluent au fait ce qui doit se faire à Nairobi, parce qu'il va permettre justement dans un processus de 5-10 ans, de pouvoir démanteler tous les groupes armés et d'obtenir une paix dans la partie est. La RDC y va sans ces deux grandes villes. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est une position affaiblie. C'est une position affaiblie, de faiblesse, mais nous sommes du côté du droit. Nous sommes du côté de la vérité. Et si nous devons parler de diplomatie, nous ne devons pas quitter les principes diplomatiques qui régissent le monde. Parce qu'en face de nous, nous n'avons pas les M23, nous n'avons pas l'AFC, mais en face de nous, nous avons un autre État. Les M23 n'a pas signé des conventions internationales, c'est le Rwanda. Et donc, le Rwanda doit respecter cela. Si les M23 ne veut pas se retirer de ces villes-là, on doit obtenir le retrait de l'armée rwandaise.
que l'armée rwandaise retire les armes sophistiquées, que l'armée rwandaise retire ses troupes et que même pas un caporal ne puisse plus traverser la frontière. Donc ce n'est pas un dialogue congolo-congolais? Ça ne sera pas le cas? Bon. En face, vous avez un ancien président. Non, c'est un dialogue. Comme je l'ai dit, on peut dialoguer entre nous, Congolais. L'AFC, ils ont mis des Congolais en avant. Le M23, il y a des Congolais qui sont en avant. Si on veut discuter, on va discuter. Mais le préalable, c'est d'abord de respecter la résolution des Nations Unies, de pouvoir respecter le droit international. Que le Rwanda se retire et laisse les Congolais parler entre eux. Vous voyez? Et donc, parce que le Rwanda a déjà obtenu gain de cause avec la feuille de route de Luanda, notamment en ce qui concerne la neutralisation des FDLR. Il y a déjà un plan que nous avons proposé, un plan qui a été accepté par le Rwanda. Et à côté, le Rwanda a aussi accepté le désengagement de ses troupes. Et donc, commençons par cela. Que le Rwanda se retire et qu'il laisse les Congolais parler entre eux. Et ces Congolais-là qui resteront, vous verrez qu'ils n'auront plus l'orgueil qu'ils ont aujourd'hui parce que, comme on dit chez nous, le Bantou, Soromoni, moi, Tony Nanzungu, c'est que maman a assez. Et donc, que le Rwanda se retire parce que le Rwanda a déjà obtenu gain de cause. Parce que la menace du Rwanda, c'est les FDLR. On neutralise les FDLR, le Rwanda se retire. Et ça, il faut l'obtenir. Il faut qu'il y ait un calendrier, il faut qu'il y ait un délai, il faut que ça soit chronométré. Et surtout, il faut qu'il y ait un mécanisme de vérification. À travers notamment les Nations Unies ou à travers l'Angola, en tout cas qu'il y ait des forces neutres qui soient là pour vérifier l'effectivité de la neutralisation des FDLR et l'effectivité du retrait des forces rwandaises. Après cela, on verra. Les M23 avec leurs Kalachnikov, avec leurs lance-pierres, tous ces trucs qui viennent discuter avec nous, qui refusent les conditions qu'ils vont mettre sur la table, qui disent qu'ils vont se battre, et on verra s'ils vont faire face à notre armée. Très bien. C'est cela, et comme j'ai dit, c'est une solution à court terme, mais la solution sur le long terme sera trouvée par nous-mêmes, le Congolais, par un consensus national où on reconnaît que nous avons fait fausse route depuis 1960 et que nous ne devons pas continuer dans ces mimétismes où on imite ce que font les autres, on imite ce qui a été fait dans le passé parce que c'est devenu comme un principe qui n'a pas porté ses fruits, un principe qui a amené ces pays dans l'humiliation collective que nous connaissons aujourd'hui et que nous acceptions que nos enfants soient autant humiliés que nous, alors que nous avons la possibilité maintenant là de pouvoir mettre les intelligences sur la table, de pouvoir mettre la volonté politique sur la table, de pouvoir mettre de côté nos égos, de pouvoir mettre de côté nos dissidences, et de pouvoir mettre sur la table notre patriotisme pour concocter un modèle d'un Congo prospère et grand, où il fera beau vivre aujourd'hui et surtout pour les générations futures qui viennent, qui, je vous le dis mon frère, Josué, et vous qui nous suivez à la télé, si nous n'agissons pas maintenant pour pouvoir sauver ce pays, le sortir du trou où il est, tracer un nouveau chemin qui va nous amener vers ces développements-là, qui va nous amener vers cette paix-là. Et j'insiste que c'est d'abord une affaire des Congolais entre nous. Nos enfants qui viendront vont cracher sur nos tombes, vont nous maudire. Et nous ne devons pas oublier que ce Congo nous a été légué par nos aïeux. 2 345 410 km². Nous avons la responsabilité de le léguer entier et qu'il n'y ait même pas 1,00 cm qui partent. Et cela doit être un Congo où il y a la paix, un Congo où les enfants du Congo ont le pain, comme le disait Lumumba. Et le même Lumumba a dit que l'éclatement du Congo, c'est demain. Donc la balkanisation du Congo, c'est demain. Vous et moi, ainsi que le chef de l'État, et ceux-là qui vont aller discuter à Luanda, et ceux-là qui sont dans les processus de Sanko, et ceux-là qui veulent Congo Moko Fayulu, et tous les Congolais, nous devons être unis, nous devons faire en sorte que cet éclat, que c'est demain-là dont a parlé Lumumba, ne soit pas notre aujourd'hui. Battons-nous pour notre dignité, battons-nous pour notre pays, personne ne le fera à notre place. Merci beaucoup, M. Christian Christos Mukendi, président des CPG, cellule des propagandes génocidaires. Alors nous disons plutôt Congo prospère et grand. Très engagé sur le front numérique contre le Rwanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mon frère, c'est toujours un plaisir et j'espère qu'on se retrouvera pour grande interview. Ou même la matinale, hein. Je commence à m'aimer ici et on va discuter de façon décontractée sur
sur ce qui va se passer à Luanda. Parfait. Alors, madame, monsieur, c'était un réel plaisir de vous tenir pendant des heures d'antenne où nous avons décortiqué l'actualité du pays. Vous l'avez suivi, le président Christos a martelé sur les sérieux que doivent animer les animateurs, ceux-là qui seront délégués à Luanda pour négocier en faveur de la RDC. S'il faut que Simba Bilamba, tout Simba Nata, pour sauver la RDC. Alors, ça ne me reste qu'à vous dire bonne suite des programmes sur nos antennes. À 14h, vous avez Michel Isako. Et puis à 20h, vous avez Spécial Est. Moi, je vous retrouve à minuit pour la rediffusion de cette émission, mais aussi sur toutes nos plateformes. Alors, restez bénis au programme des Univers TV. Merci.